Tu partages l'art du débat, mais pas que. L'un se veut pont, l'autre également refuse d'être un mur. Deux philosophes qui sont allergiques à la certitude, et seulement ils partagent un bien commun, autrement dit, le courage de la nuance. Face à ce tumulte, aux extrêmes, à la pensée unique, ils se questionnent et surtout ils pensent. Penser, si l'être, mais combien ces six lettres sont devenues une exception? Qu'est-ce que penser au XXIe siècle? C'est la grande thématique qu'on se pose pour ce début d'année 2026 avec deux philosophes, professeur Souleymane Bachir Diagne et docteur Adiba, sont avec nous dans Belle. Professeur, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir et merci de votre accueil. C'est un plaisir toujours. Je repousse un peu les limites de la palme de l'entretien, des entretiens que j'accorde au professeur Souleymane Bachir Diagne. Je ne dirai pas le chiffre, mais forcément avec Adiba également, je ne suis pas loin. Bonsoir Adiba. Bonsoir et excellente année 2026 à vous, à votre famille et à vos spectateurs. Merci beaucoup. Ce duo, on l'avait, on avait parlé un peu de religion et religion avec S, vous avez ami. Et aujourd'hui, on va parler un peu et questionner le mot penser. Qu'est-ce que penser au XXIe siècle? On a dit un peu ces handicaps, ces murs, ces identités meurtrières et surtout ces deux lettres, intelligence artificielle, qui sont là, des obstacles ou des atouts au verbe penser, au concept penser. Ils vont analyser et décrypter tout cela. Professeur Souleymane Bachir Diagne, penser, une faculté foncièrement humaine, mais pourquoi ce mot semble être étranger à l'humanité? Vous avez raison de souligner ce paradoxe. C'est vrai que la pensée, c'est en principe ce qui nous distingue de tous les êtres vivants. C'est ce qui fait ce qu'on appelle en philosophie notre différence spécifique. Eh bien, mais paradoxalement, en effet, on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est la pensée elle-même qui est en crise. Parce qu'elle est, pour ainsi dire, happée par ce que vous avez eu raison de rappeler comme étant des identitarismes et des identités meurtrières. C'est-à-dire que lorsque il y a un niveau de fragmentation comme on le voit aujourd'hui, lorsque les tribus, ce que j'appelle les tribus couramment, sont sur la sellette aujourd'hui, il n'y a plus de pensée parce que l'activité de pensée elle-même est complètement fragmentée et elle est happée par ces identités. Or, ce qui fait précisément la pensée, c'est la visée de la totalité. Penser, c'est penser la totalité. Si vous ne pensez pas la totalité, vous ne pensez rien. Parce qu'une pensée ne peut pas elle-même être parcellaire. Or, cette parcellisation, c'est un peu ce que nous impose la fragmentation que nous vivons aujourd'hui. Il faut espérer que cette année nouvelle va changer les choses. Mais 1925, comme vous le savez mieux que nous, a été une année où la fragmentation du monde a été véritablement d'une évidence qui a crevé les yeux. Penser est en crise, docteur Adiba. La pensée est en crise, comme le professeur Diagne l'a rappelé, à cause des identitarismes, à cause du fait que les gens se réfugient derrière leur tribu et veulent penser conformément à ce qu'attendent. On parle pas de tribu justement, mais les choses fonctionnent. Par exemple, les partis politiques fonctionnent actuellement comme des tribus. Et on n'a pas le courage de penser contre sa tribu. Je vais citer Kant. Je pense Kant disait que les Lumières, c'est avoir le courage de sortir de la minorité et avoir le courage de penser par soi-même. Penser par soi-même est toujours dangereux parce qu'on risque de découvrir quelque chose qui va à l'encontre de ce dont on pensait que c'était nos valeurs. Et il me semble qu'on est dans une situation où le conformisme
est devenue une politique avec des affiliations très fortes. Et les gens ont peur de penser par eux-mêmes parce que s'ils pensent par eux-mêmes, ils pourraient découvrir que la tribu à laquelle ils se sont affiliés se trompe sur tel point ou sur tel point. Et au lieu de considérer que quand je découvre que, par exemple, mon parti politique, ma religion, mon groupe national se trompe, c'est une occasion pour ce groupe-là de s'améliorer, ils ont peur d'être excommuniés parce qu'on a actuellement des groupes dans lesquels on a un leadership qui se comporte en autorité excommuniatrice. Et les gens qui ne se conforment pas à ce que veut ce leadership-là, tout de suite se font exclure. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de terreur même de la pensée. Or, la pensée demande du courage. Et la pensée n'est pas possible sans liberté. Le courage, il nous faut du courage maintenant pour penser, parce qu'il y a des mots que l'on pensait être moyenâgeux, tribu, excommunication, comme nous étions du temps de la guerre, Deuxième Guerre, etc. On parle du 21e siècle, on parle un peu de la mondialisation, professeur Souleymane Bachir Diagne. Qu'est-ce qui ne marche pas? On a le sentiment, en effet, d'une régression, parce que dans bien des cas, on a l'impression que c'est le retour des années 1930, les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. Et en effet, c'était des années de tribalisation de notre humanité. Et vous avez raison de souligner le caractère complètement anachronique de ce mot. Tribu, évidemment, ça évoque des sociétés presque primitives. Mais en réalité, il y a une modernité de la tribu si on définit la tribu comme vient de le faire Adiba, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance qui fait que cette appartenance elle-même est ce qui définit ce qu'on va considérer comme vrai, qui est ce qui définit ce qu'on va considérer comme juste, ce qui définit même la réalité. Plus maintenant que ceci est amplifié par les réseaux sociaux, la prégnance aujourd'hui, la présence et la prégnance des réseaux sociaux est le symbole même de ce caractère paradoxal dont je parlais tout à l'heure. Comme leur nom l'indique, les réseaux sociaux étaient censés nous aider à faire société. À faire, pour utiliser une expression que j'aime à utiliser, à faire humanité ensemble. Or, on se rend compte que les réseaux sociaux sont un parfait miroir de nos tribalismes. On va dans le réseau social où on est sûr d'avoir les gens qui pensent comme vous. Ou alors, d'ailleurs, on organise carrément de véritables commandos pour aller dans les réseaux sociaux. Armée numérique, comment on dit? Exactement. Et faire le boulot de flinguer telle ou telle opinion qui s'est exprimée. Donc le tribalisme envahit nos sociétés, envahit nos manières de penser, ou plutôt de ne pas penser, parce que justement, ce qu'on fait, on va reproduire systématiquement les éléments de langage de sa tribu. Votre tribu vous propose un certain nombre d'éléments de langage. Il y a des mots, vous vous attendez à les retrouver dans le discours de quelqu'un qui signe son appartenance. Vous savez que tel mot va revenir, et dans telle séquence, etc. Et lui-même ou elle-même, inconsciemment, va reproduire ces éléments de langage. Or, la crise de la pensée, c'est précisément que la vraie pensée, la capacité qu'il y a à essayer de saisir la complexité du réel, va être remplacée par ce prêt-à-porter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'éléments de langage. Les éléments de langage nous donnent l'illusion de penser. On va réciter ces éléments de langage et au bout du compte, on n'aura rien pensé du tout. Mais on aura tenu un discours qui semble être parfaitement en cohérence avec la tribu à laquelle on appartient. C'est cela, malheureusement, le monde que nous vivons, où l'argumentation elle-même semble disparaître. Parce que dans un cadre comme celui-là, vous ne vous attendez pas à ce que celui qui est en face de vous, parce que vous avez l'impression que les gens sont en
face de vous, que vous êtes dans une confrontation permanente, vous ne vous attendez pas à une contre-argumentation. J'avance un argument, j'attends une contre-argumentation. Non, vous ne l'avez plus, cela. Vous avez simplement des arguments ad hominem. Si vous dites une chose, je vais vous dire, vous avez dit telle chose parce que vous êtes ceci ou cela. Je vous renvoie à votre identité et donc j'écrase tout argument sur l'identité politique qui est la vôtre, ou l'identité religieuse, ou l'identité confessionnelle. Bref, c'est le règne des identités, et c'est ce règne-là qui fait cette crise de la pensée, malheureusement. L'illusion de pensée, c'est-à-dire qu'on est dans l'ère de la pensée unique, docteur Adiba. On est dans l'ère de la pensée unique, on est malheureusement surtout dans l'ère des pensées uniques. Donc, au pluriel. Au pluriel, parce que chacun pense, ou plutôt chacun ne pense pas selon un point de vue, et chacun reproduit un point de vue, et chacun essaie d'être orthodoxe en imposant son point de vue. Du coup, on a des gens qui discourent aux côtés des uns et des autres. Donc, chaque groupe a un certain nombre de dogmes, un certain nombre d'expressions, un certain nombre de modes de raisonnement dont il estime qu'il doit l'imposer dans l'espace public. Et celui qui arrive à imposer son discours et son interprétation du réel dans l'espace public, d'une certaine manière, a remporté, a gagné. Regardez, si vous prenez le foot, puisqu'on on vient d'avoir la Coupe d'Afrique, si vous prenez le football par exemple, une équipe peut gagner en n'étant pas la plus forte, mais elle a quand même gagné. Quand vous prenez le domaine de la pensée, normalement, vous gagnez quand vous avez raison. Et vous gagnez même quand vous avez tort. Parce que quand vous avez tort, vous apprenez quelque chose de nouveau et vous augmentez en fait votre connaissance. C'est comme ça, normalement, qu'on doit comprendre l'argumentation. L'argumentation est un jeu dans lequel nous discutons. Et quand nous discutons, la personne qui a gagné d'une certaine manière voit son interlocuteur accepter son argument parce que cet argument est meilleur et parce que accepter cet argument-là lui permet de s'améliorer lui-même. Je vais prendre un exemple concret. Fanon a tout un ensemble de discussions sur la médecine coloniale, en disant que le rapport du colonisé à la médecine est très ambigu, parce que quand le colonisé accepte que la médecine coloniale le soigne, le colon lui dit « tu vois bien que la colonisation est une bonne chose ». Et du coup, le colonisé a du mal à accepter parfois que la médecine est une bonne chose. Mais en fait, il faut dépasser ce point-là. Et je pense que quelqu'un qui le fait très bien, c'est Cabral. Amilcar Cabral, le philosophe. Philosophe. Parce qu'Amilcar Cabral éduque. En même temps qu'il fait la révolution, il éduque les populations en disant qu'il faut que nous nous approprions la science. Donc, on ne peut pas dire que la science est l'apanage des autres. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que de plus en plus, par exemple, vous avez des gens qui vont vous dire que, par exemple, la science elle-même ou la vérité elle-même est l'apanage des autres. Et que même si j'ai tort, c'est pas grave parce que je dis ce que ma société dit. Or ça, c'est l'humanité a toujours progressé parce que le mur de la réalité nous permettrait de découvrir de nouvelles vérités et d'améliorer notre société et de nous améliorer. Donc ça, c'est un des dangers vraiment
auxquels on est confronté. Vous parlez tout à l'heure de danger. Au-delà du discours, il y a la matérialisation du discours de haine, professeur Souleymane Bachir Diagne. Un Sénégalais a tué un Sénégalais parce qu'il pensait qu'il était un étranger à travers des discours de haine sur des lives. Ça montre un peu que ça commence à être aussi plus que dangereux même, professeur Souleymane Bachir Diagne. C'est meurtrier, c'est le mot qu'il faut employer parce que c'est là qu'on se rend compte que les mots peuvent tuer. Vous savez, le discours de haine, malheureusement, souvent, se termine dans la violence absolue et dans la violence qui finit par aboutir à la mort. Parce que, encore une fois, la haine, l'opposition radicale à l'autre, la haine, le refus d'écouter véritablement l'autre, dont Adiba vient d'expliquer les mécanismes, eh bien, cela favorise les extrêmes. Il n'y a plus que des extrêmes. En général, quand on définit un extrême, l'extrême, c'est ce qui s'oppose à ce qui est au centre. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus que des extrêmes. J'ai été très attentif à une expression que vous avez employée tout à l'heure dans votre introduction, qui est une expression très heureuse, qui est le courage de la nuance. Pour pouvoir penser aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire d'un côté ceci, mais de l'autre cela, et construire son analyse à partir de ce qu'on essaye de capturer de la réalité parce qu'elle est complexe et ne pas simplifier les choses. Les extrêmes sont toujours plus faciles. Pourquoi? Mais parce que les extrêmes vous ont déjà préparé un langage tout fait. Si je suis dans une position extrême, mettons l'extrémisme réactionnaire, suprématiste qui existe aujourd'hui, évidemment, je sais ce qu'il faut dire. Je vais exalter la civilisation européenne, je vais même exalter la race blanche, on l'entend aujourd'hui, des choses qui nous semblaient inimaginables. C'est la raison pour laquelle je dis qu'à bien des égards, nous sommes revenus dans les années 30. Le discours est tout préparé. Donc, je peux ne pas penser, je n'ai qu'à reproduire les éléments de langage qui sont fournis par cet extrême, parce que c'est un extrême tribal. Tandis que essayer maintenant de penser par soi-même, comme a dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement penser en toute autonomie, mais c'est reprendre les choses précisément du point de vue de la totalité, de se dire qu'en est-il véritablement? Est-ce que je peux analyser la situation de la manière dont les discours ambiants me disent que cette réalité doit être comprise? Eh bien, comment la comprendre à nouveau frais, en mettant en œuvre ma capacité de penser et de penser la totalité? Voilà une approche qui n'est pas une approche simple, qui n'est pas une approche facile, parce qu'elle demande la patience de la réflexion. La réflexion est un exercice de patience. Ne pas se précipiter pour dire « voici comment il faut analyser les choses, voici ce qu'il faut penser » et hop, écrire sa chronique ou signer une pétition qui va dans tel ou tel sens. Ça, c'est le plus facile. En revanche, prendre le temps de la réflexion. Il y avait une revue que j'adorais, qui existait dans les années 80, qui s'appelait « Le temps de la réflexion ». Mais le temps de la réflexion, c'est presque une tautologie, parce qu'en effet, la réflexion, cela prend du temps. Cela demande une certaine patience, parce qu'il faut à la fois regarder les choses dans un contexte plus large qu'en général l'étroit couloir qui vous est proposé par l'appartenance tribale, et il faut également voir les choses dans la perspective temporelle. Se donner une capacité prospective pour voir où, à partir de quel point de vue, dans le temps, il faut regarder la situation présente. Et il y faut du courage, il y faut de l'application, il y faut de la perspicacité, et vous avez raison de dire que c'est un courage qui est nécessaire, le courage de la nuance. Refuser le simplisme, les simplifications. Nous vivons dans un monde de simplification aujourd'hui. Il faut écrire dans un format très court et hurler.
Si vous écrivez dans les réseaux sociaux, il faut hurler. Hurler. Oui, l'équivalent du hurlement, c'est l'insulte, par exemple. Oui. Parce que si vous écrivez dans les réseaux sociaux une réaction qui soit une réaction nuancée, réfléchie, etc., qui va vous lire? Si vous écrivez quelque chose qui s'écrit avec des majuscules et qui frappe, parce que c'est l'outrance permanente, là, évidemment, c'est pour cela que vous ne trouvez que des discours de haine pour la plupart du temps. Il y a de temps en temps, vous trouvez des pépites, comme je les appelle. Quelqu'un qui peut glisser une réflexion et vous la lisez en vous disant, mais à qui ça s'adresse? Parce que ceux qui sont friands des réseaux sociaux, en général, ce qu'ils cherchent, ce sont précisément les discours affirmatifs qui n'ont aucun doute et qui ne pratiquent pas le scepticisme. Le bon usage du scepticisme, fort heureusement, c'est ce que nous apprend la discipline qu'Adi et moi partageons, qui est la philosophie. Savoir être sceptique. Commencer par le scepticisme, c'est la meilleure chose qui puisse arriver aujourd'hui dans un climat et dans un monde où le scepticisme n'est pas bien pratiqué. Et les extrêmes ne font aucun effort dans l'argumentation, docteur Adiba, et pourtant ça marche. Pourquoi ça marche sur les réseaux sociaux ou asociaux? Parce que c'est plus facile. C'est le monde de la facilité. Pourquoi ça marche? Pourquoi les discours extrêmes, les insultes, les hurlements, ça marche? Vous savez, tout le monde sait ce qui est facile. Et tout le monde sait ce qu'il doit faire. Il y a une différence entre ce qui est facile à faire et ce que je dois faire. D'accord. Si je veux être populaire, je sais comment je fais pour être populaire. Je vais choquer ou bien je vais dire ce que les gens veulent entendre, ce que l'homme moyen veut entendre. Si je fais ça, dans les deux cas, je vais être populaire. Si je viens et que je décide de choquer sur les réseaux sociaux, je sais que beaucoup de gens vont m'attaquer, d'autres vont me défendre et je vais devenir un point de convergence d'une discussion. Si je viens et que je dis ce que tout le monde veut entendre, là encore, et peut-être ce que tout le monde veut entendre et n'ose pas exprimer, là encore, je vais être un point de convergence. Si je viens et que je dise que le monde est compliqué et qu'il faut prendre le temps de la réflexion, prenez par exemple, je pense que je vais donner des noms. Si vous prenez le cas de Tahirou Sarr, par exemple, et député qui promeut un parti nationaliste qui devrait être interdit à mon avis. Oui, je pense qu'on devrait interdire ce genre de parti-là. De la même manière qu'on n'autorise pas un parti religieux. Donc si je créais mon parti musulman, on l'interdirait. Je pense que si quelqu'un crée un parti clairement nationaliste et haineux, on devrait l'interdire. Et pourtant, il devient, entre guillemets, légitime parce qu'il a été élu député. Il a été élu député, c'est pas contradictoire. Mais prenons le discours de Tahirou Sarr. Il pointe les Guinéens et il dit que les Guinéens sont responsables de X, Y, Z. En fait, est-ce qu'il y a un problème avec les Guinéens? Est-ce qu'il y a un problème avec le capitalisme? Est-ce qu'il y a un problème avec le capitalisme sénégalais? Est-ce qu'il y a un problème avec les cartels au Sénégal? Est-ce qu'on a une bonne loi contre les cartels? Est-ce qu'on a un bon service de contrôle des prix? Est-ce que... etc. Ça, c'est des questions complexes. Il est plus facile de dire que les Guinéens vendent des fruits, les fruits coûtent cher, les Guinéens font des bénéfices sur les fruits. Ça semble être un syllogisme parfait. Ça satisfait beaucoup de personnes. Et la plupart des Sénégalais, par définition, ne sont pas Guinéens. Donc, du coup, ils ont un coupable que tu leur désignes. Dans les faits, à supposer qu'il y a un cartel, mais que ce cartel-là soit tenu par des Guinéens
ou qu'il soit tenu par des, je sais pas, des habitants de Agnam Siwol, ou qu'il soit tenu par des Rufisquois, ça ne change rien pour le consommateur sénégalais. Il y a un véritable problème sur le coût de la vie au Sénégal. Il faut l'adresser, il faut adresser ce problème de coût de la vie-là. Comment on fait pour que ne se constituent pas des cartels? Comment on fait pour que les aliments soient disponibles à un prix raisonnable? Ça, c'est des problèmes extrêmement complexes. Il n'y a pas de réponse simple. Par exemple, il me semble que ce gouvernement lui-même avait promis de mettre en place des magasins, non seulement des contrôles, et des magasins témoins. Ce n'est pas facile. Ça a été essayé par Senghor déjà, quand il y avait la Sonadis et tout ça. Donc, il y a des gens qui passent leur vie à l'université à étudier ce genre de choses. Il y a des lois antitrust dans des pays qui sont contournées, qui existent, qui marchent, qui ne marchent pas, etc. Donc, Nicolas Sarkozy avait une loi sur ça également, sur le panier de la ménagère en France, etc. Donc ça veut dire que c'est un problème économiquement complexe, complexe parce qu'il est difficile à gérer, politiquement complexe parce que si tu essaies de le gérer, tu vas remettre en cause des intérêts à gauche et à droite. Toute cette complexité-là, tu la mets sous le panier, sous le tapis, en accusant un groupe. Et tu cristallises une masse suffisante de votants pour t'envoyer à l'Assemblée nationale et pour pouvoir maintenant devenir un interlocuteur parce que tu es à l'Assemblée nationale et parce que tu as travaillé sur les affects des gens. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier et qu'il faut interdire. Donc, je pense que ça, en fait, il faut une législation qui défende la liberté d'expression et qui, en même temps, ne permet pas au discours de haine de prospérer. Donc, on y arrivait assez bien jusqu'à l'avènement des réseaux sociaux. Il y a toute une régulation sur les réseaux sociaux à avoir. Et le plus drôle, par exemple, c'est que ceux qui se sont servis des réseaux sociaux pour arriver au pouvoir essaient actuellement de contrôler les réseaux sociaux. Essaient actuellement de contrôler ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Parce que ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas avoir un gouvernement qui est sous la dictature de tout le monde et de n'importe qui. Faire une politique, ça prend du temps, ça prend de la réflexion et il est important qu'il y ait des périodes d'élection et des périodes de gouvernement. Pourquoi, professeur Souleymane Bachir, on est dans l'obligation que mon identité doit forcément s'opposer à celle des autres? Pourquoi? Pour faire du bruit, pour faire effet. Vous avez touché du doigt la définition même de la tribu. La tribu considère que l'existence de la différence est déjà en soi une menace. Le simple fait que vous soyez différent de moi signifie que vous posez une sorte de menace, vous représentez une menace existentielle, une menace à ma propre existence. Et ça, c'est la logique tribale. La logique tribale fonctionne de cette manière-là. Et il faut lui opposer une logique qui est une logique de citoyenneté même mondiale. Il faut pouvoir penser aujourd'hui une citoyenneté mondiale et penser nos propres citoyennetés nationales à l'horizon de cette citoyenneté mondiale, à l'horizon de tous les défis qui se posent à nous et qui nous commandent en effet de vivre cette citoyenneté mondiale. Il est toujours très facile d'accuser l'autre, parce que effectivement le tribalisme fonctionne de cette manière, et Hadi vient de le décrire parfaitement. Les sociétés en crise sont des sociétés qui fabriquent toujours des boucs émissaires. On préfère mettre tous les défauts possibles et imaginables sur le compte de celui qui est différent de moi. Vous savez, pour vous donner un exemple, dans l'histoire de l'islam, il y a eu un moment quand, après l'hégire, quand la société musulmane presque entièrement vivait dans la ville de Médine, l'histoire d'un vol et dont on avait accusé
quelqu'un. D'abord, on a accusé un musulman d'avoir commis ce vol, puis la famille du musulman en question est venue voir nuitamment, dit l'exégèse, le prophète, sur lui soit la paix, pour dire non, ce n'est pas notre fils ou notre parent, c'est le juif un tel. Et il y a eu la tentation d'aller dans cette direction-là chez le prophète lui-même. Parce qu'en effet, ça simplifiait les choses pour tout le monde. Si c'était quelqu'un d'extérieur à la communauté musulmane, à la Oumma, qui avait commis le vol. Il s'est avéré que c'était le musulman en question qui avait commis ce vol. Et le Coran lui-même a admonesté le prophète, comme cela arrive de temps en temps. Le Coran, les versets sont révélés à propos de certaines histoires pour nous enseigner quelque chose de plus universel. Alors, en disant au prophète, oui, tu as voulu juger de telle ou telle manière, mais voici ce que commandait la justice universelle. Avoir toujours les yeux fixés sur la justice universelle et donc traiter tout le monde, comme disait Kant, puisque nous posons une question très philosophique, qu'est-ce que c'est que penser? Il faut citer les philosophes comme Kant, avoir toujours le sentiment qu'il me faut traiter l'humanité chez les autres et en moi-même, toujours comme une fin et jamais comme un moyen. Ne pas aller dans la simplification qui consiste à dire s'il y a des maux dans notre société, c'est forcément la faute des étrangers. Chercher des boucs émissaires. Nous avons placé l'honneur de notre pays dans un mot qui est le mot de Teranga. Oui. Nous avons décidé que nous étions une nation de la Teranga. C'est au point où nos équipes de football et de sport en général s'appellent d'une expression qui peut sembler un peu contradictoire, les lions de la Teranga. Il faut pouvoir être un lion sur le terrain, évidemment, mais après le match, pouvoir tendre la main de la Teranga à son adversaire et lui dire « bien joué, cher frère ou chère sœur ». Eh bien, cela nous oblige. Si nous disons que nous sommes une nation de la Teranga, si nous avons eu un premier président qui a considéré que non seulement il était important de construire les piliers démocratiques sur lesquels nous vivons, au fond, mais en plus de nous donner une tradition qui consiste à dire toujours, et c'était le seul type de discours de cette nature dans le monde, Sénégalaises, Sénégalais, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous. Ouais. L'idée que ceux qui vivent parmi nous sont des hôtes, eh bien, ceci, il faut que nous sachions le maintenir. C'est ce qui fait le prix et la valeur de notre nation. Ce sont ces impondérables qui sont véritablement ceux qui nous permettent de nous cimenter ensemble. Je me souviens avoir lu un commentaire, c'était en Allemagne. Je suis allé visiter un musée en Allemagne où on parlait des étrangers, etc. Et il y avait un commentaire écrit par un Sénégalais, anonyme, et qui disait que le mot Gan au Sénégal pour dire étranger faisait en sorte qu'on ne pouvait pas dire au Sénégal en Wolof les étrangers dehors. Nagani Dem Senyon, c'est contradictoire, puisqu'ils sont des Gan, ils ne peuvent pas être comme cela jetés dehors. Évidemment, si vous trouvez d'autres mots de Handem ou etc., là, vous pouvez essayer de construire votre fameuse phrase « les étrangers dehors ». Mais c'est notre honneur et c'est notre obligation de nous égaler toujours à cette exigence que porte ce mot de Teranga. La promesse que porte Teranga, c'est une promesse probablement aussi importante que toutes les institutions qui ont été les nôtres et qui ont permis à cette fameuse exception sénégalaise K1K, à travers vents et marées, de pouvoir toujours survivre et de faire en sorte que notre pays soit ce qu'il est. Et justice universelle, docteur Adiba, vous enseignez éducation universelle, parce que même dans le champ de l'éducation, de l'espoir, on commence un peu à être dans une sorte de miroir, d'exclusivité. Il faut enseigner ça, il ne faut pas enseigner